il a une étrangeté qui relèverait presque d'une forme de parafantastique, mais qui ne se réalise pas dans un réel fantastique, c'est-à-dire dans une dimension surnaturelle qui s'actualise véritablement, mais qui reste une forme de potentialité permanente du récit. Miroir numéro 3 de Christian Petzold, Jawohl. qui est donc un cinéaste allemand qui commence à bien être installé dans le milieu de la cinéphilie parce que, notamment, il a une rétrospective à la Cinémathèque de France, française, en ce moment même. Bon, c'est un kiffeur de Romer, j'ai l'impression. Et est-ce que vous en avez déjà vu d'autres des films de lui ? Non plus. Donc c'était pour nous trois une découverte. On va s'excuser auprès du monsieur qui n'est pas content. Clément, lui d'ailleurs, c'est dommage qu'il soit pas là parce que pour son article pour Libé, il en a vu d'autres. Il en a vu plusieurs. Et finalement, rien ne l'a vraiment convaincu et tout semble un peu faire partie du même genre de dispositif, du même genre de choses. Alors de quoi ça parle, le miroir numéro 3, Thomas ? Alors, c'est l'histoire. Alors, j'ai plus le nom des personnages en tête parce que je l'ai vu au Festival de Cannes, ça commence à remonter un petit peu. Je l'ai vu lundi, je n'en ai pas de souvenir. Bon, je me souviens. En gros, Paul Paula Beer qui joue une musicienne et qui se trouve avoir un accident de voiture au tout début du film qui coûte la vie à son cum. Elle est juste vaguement blessée au front, la pauvre, elle a pas grand chose. Au dos, elle a mal blessé. Bon. Et elle est recueillie par une dame dans la campagne allemande que je n'ai jamais vue aussi ensoleillée et attrayante, à vrai dire. Dame qui se trouve à entretenir une relation plus que trouble avec elle puisqu'elle va la recueillir en plusieurs jours et la désigner assez rapidement au début du film sous un autre nom que le sien. Lapsus révélateur puisque ce serait peut-être le nom de sa fille, on peut le supposer, et effectivement cette dame a perdu sa fille, et donc se noue une relation étrange et mystérieuse entre cette jeune femme perdue et cette mère esseulée. Dit comme ça, le film n'a pas l'air très sexy, tu vois. Mais au fond, moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est l'éventail de récits potentiels qui va se déployer à partir de là, à la fois dans toutes les relations que va tisser Paul Haber avec les différents membres de la famille, et qui produit une sorte d'accumulation de petites micro-fictions parallèles les unes aux autres et qui se résolvent pas en fait, qui sont laissées les unes et les autres en suspens, et de fait l'impression de flottement un peu généralisé qui se dégage du film et qui retranscrit sur le plan à la fois du récit et de la mise en scène la sensation d'apesanteur et de flottement qui est induite par la musique qui donne son titre au film, puisque Miroir numéro 3, c'est le titre d'un morceau composité par Maurice Ravel. Compositeur d'école impressionniste, mais on reviendra là-dessus parce que en fait, il ne se considérait pas comme tel, et je pense que ça nourrit quelque chose par rapport au cinéma de Petzold, pour qui justement l'art de la composition consistait à, alors c'est un peu technique, mais enfin à développer ce qu'on appelait la musique modale, les plages modales, par opposition au centre tonal, c'est-à-dire que les compositions n'avaient plus un centre auquel on revenait un peu mécaniquement, comme dans une composition classique ou romantique, et on allait accumuler des variations modales, chose qui va énormément notamment influencer le jazz, Bill Evans ou Miles Davis, ou des choses comme ça. Et le film, à mon sens, parvient à retranscrire sur le plan du cinéma ce qui relève des stratégies esthétiques de l'impressionnisme ravelien. Alors déjà en fait il y a musique modale et il y a plage modale, ce qui est déjà deux choses différentes. Par exemple Ravel, il y a des plages modales à l'intérieur de compositions qui relèvent de la musique tonale. Là où par exemple Miles Davis, c'est carrément de la musique modale, c'est-à-dire on a deux accords qui sont définis non pas par des rapports caractéristiques de tension entre un accord de base et un accord qui s'éloigne de cet accord de base. Typiquement, tu vois, pour l'expliquer pour le chat, imaginez un morceau de blues. Vous voyez, dans le morceau de blues, ça va être do, fa, sol. Vous voyez, et en gros, le do, c'est la fondamentale, c'est la note de base. Et il va y avoir la relative, le fa, et puis le sol, et plus on va s'éloigner du do, plus ça va créer une tension qui va appeler au retour à la note de base. Voilà, genre le thème de Batman, vous voyez. C'est construit comme ça, c'est un peu. Dans la musique modale, on va avoir une progression qui va se faire à partir d'échelles modales, et des échelles modales, il y en a plein, le locrien, le dorien, etc. Et l'idée, c'est qu'on ne va plus savoir, dans la progression du morceau, où est
la fondamentale. Donc on a même plus cette sorte de besoin naturel de revenir. Exactement. On n'a pas une sensation de tiens, quand est-ce que ça revient. Par exemple, bon exemple qui marche bien, si vous connaissez Erik Satie, les gymnopédies d'Erik Satie, qui est un morceau très 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 connu, une grande partie du morceau est composée sur 2 accords. Voilà, il y a un balancement modal, et l'idée c'est qu'en fait, au bout d'un moment, il est difficile de savoir quel est l'accord de base auquel on va revenir. C'est un peu similaire, du coup, le parallèle est hyper intéressant avec le film. Oui, c'est ça. C'est un film qui débute par un événement traumatique, qui est cet accident, et qui en fait se perd de vue. Et on arrive à la fin du film en réalisant que l'intrigue a duré 8 jours, donc un espace très compact en temps. Et oui, c'est vrai que au final on avait complètement oublié les événements initiaux, qu'il y avait une épreuve de deuil, etc. Et enfin, qu'il y ait l'épreuve de deuil du petit copain, et c'est en fait une sorte d'interlude, justement, peut-être pour revenir à cette tonalité, quelque chose qui est cette vie berlinoise que semble fuir plus ou moins Paul Habir, etc. Et moi, ce que je trouve assez fort dans le film, c'est qu'en fait, il y aurait une sorte de tension interne, une tension dialectique, qui serait que si on était face à un film qui était purement... Ça pourrait être un film purement atmosphérique, bon. Mais on sent que ce qui intéresse aussi Petzold, c'est une forte dimension symboliste. Et donc, je fais le lien avec Ravel. Ravel ne se considérait pas comme compositeur impressionniste, il se considérait comme compositeur symboliste. C'est intéressant parce que il a adapté notamment le mythe allemand de Ondine dans des morceaux. Ondine a été adapté en film par Petzold. D'accord, ok. Il y a une tournerie aussi, je pense qu'il est très... C'est une espèce de super auteur très conscient de son geste aussi. Et ce que je voulais juste dire sur le symbolisme, c'est que une des difficultés que peut poser le symbolisme en art de manière générale, mais vraiment par exemple en peinture, c'est qu'il y a un ancrage interprétatif très lourd qui peut empeser terriblement cette impression comment dirais-je, d'apesanteur. Enfin, quiconque a vu de la peinture symboliste de la fin du 19e siècle, voilà, c'est une peinture qui est lourde, quoi, qui est une peinture qui appelle à de l'interprétation. Et le film travaille cette dimension-là. Par exemple, dès son plan d'ouverture, on voit, plan un peu improbable, on voit Paul Habert devant une espèce de fleuve. Alors je connais pas Berlin, donc je sais pas s'il y a un fleuve qui traverse Berlin, et il y a une espèce de mec qui fait du paddle habillé en noir qui passe devant elle, et genre c'est clairement genre Caron sur le Styx. Et puis ça rejoue l'idée du plan de générique de début, où on voit la surface de l'eau coupée en deux, une partie noire, une partie lumineuse. Bon, voilà l'idée d'un passage entre le monde des vivants et le monde des morts. Le film travaille cette dimension fantomatique par ailleurs. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que à partir de ce postulat symboliste, la mise en scène de Petzold va constamment chercher à parasiter, enrayer, faire dysfonctionner la lecture symbolique dans des séquences qui n'ont pas d'autre fonction que d'être symboliques. Typiquement, il y a un passage où la maman sort de son porche avec une espèce de voile de pleureuse, on dirait un personnage peint par Goya, quoi, tu vois, enfin une espèce de figure complètement, on ne sait pas si une sorcière, une figure fantomatique et tout. Et ce qui est intéressant, c'est que ce plan très empesé, très composé, et dysfonctionne de l'intérieur parce qu'il met des cut-ups. On ne sait pas pourquoi. Il coupe 3 fois son plan de l'intérieur, ce qui fait qu'elle saute. Enfin, son cheminement saute. Et en fait, cette manière de déplacer du coup l'attention du spectateur du symbole vers la formalisation problématique de ce symbole permet du coup de nouveau réouvrir le champ interprétatif du film et ne plus le folklore sur une interprétation strictement symbolique. Donc je trouve que le film en fait glisse d'un symbolisme un peu romantique, post-romantique, quoi, tu vois, traditionnel, et qui je crois d'ailleurs est un peu le défaut du cinéma de Petzold de manière générale, de ce que j'ai compris de ce qu'écrit Clément sur son Letterboxd, parce qu'il chronique beaucoup sur Letterboxd, il allait dans cette direction-là. Là, j'ai l'impression qu'il arrive à trouver des stratégies dans ce film-là pour moderniser son cinéma, aller dans quelque chose de plus ouvert. Oui, tout à fait. En effet, il a fait un film récemment d'époque sur la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Enfin, il semble parler un peu de sujets, du poids de l'histoire allemande aussi. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le film, parce que si on n'est pas forcément attentif à cet aspect symbolique du film, on peut totalement passer à côté. C'est ça, je pense, qui est le plus surprenant, c'est cette ambivalence entre un cinéma très, très presque naturaliste, du plan large, du plan long,
de l'espace qui raconte pas forcément grand-chose et qui laisse juste les discussions advenir, mais il y a toujours quelque chose, en effet, d'un peu d'à côté. Je pense notamment à la scène là qu'on est en train de voir dans la bande-annonce, qui est le moment où la mère invite son mari et son fils à manger en leur disant « j'ai une personne à vous présenter », etc. Et elle installe les couverts pour une 4e personne, mais personne n'est attablé. Les autres personnes de la famille commencent à se demander est-ce que notre mère, est-ce qu'elle est devenue folle, est-ce qu'elle pense qu'il y a une d'autant plus qu'il y a une mention de médicaments dans la scène d'avant qui crée chez le spectateur l'éventualité d'un trouble sur l'interprétation de la scène. Et donc nous aussi on se demande est-ce que ce qu'on est en train de voir depuis le début du film c'était une fausse piste, c'était un mensonge, ou est-ce que c'est presque une mise en scène pas crédible entre guillemets, dans la mesure où c'est 2 personnes qui s'attablent et qui... on voit que la mère n'a pas préparé à manger, que la cuisine est fermée. Pourquoi est-ce que Paul Labire ne vient pas dire bonjour ? Pourquoi est-ce que... si on était dans un cinéma naturaliste, la scène ne pourrait pas advenir d'une telle façon parce que il y aurait eu donc cette rencontre entre Paul Labire et les autres de façon un peu plus chaleureuse ou en tout cas naturelle. Donc on sent que il y a les deux sont présents en même temps, quoi. Il y a presque une naturalisation du symbolisme. Et dans cette mesure-là, il y a quelque chose dans le film qui se déroule de l'ordre du presque de... Il y en a à trouver dans la nature. J'ai la sensation que devant le film, on commence à se dire tout peut devenir potentiellement un symbole de quelque chose ou une sorte d'allégorie, de métaphore, de quoi que ce soit. Et que cette sorte de, on va dire, figure fantomatique qu'incarne cette femme, en fait... beaucoup de gens dans le monde l'incarnent déjà et se sentent potentiellement déjà un peu pas spectateurs de leur vie, mais en tout cas pas forcément présents dans leur être et dans leur corps. Le côté symboliste, j'avoue, m'a moins intéressé que la dynamique narrative à l'œuvre dans le film, qui serait celle, je trouve, d'un mélange assez opposé, qui est une sorte d'opposition entre un espace fragmenté et une linéarité temporelle. C'est-à-dire que c'est un film qui est en ligne droite, disons, qui arrive sur ces 8 jours. On a une sorte de ligne droite qui est effectivement le lieu d'une variation, d'une modalité différente selon le déroulement de chaque jour, et en même temps au prisme d'une mise en scène qui est tout de même qui s'appuie beaucoup sur des plans fixes, qui est assez rigide, une sorte de fragmentation de cet espace et qui achemine vers un mystère. Tu parlais de ces coupes, mais on peut aussi parler de la géographie en général, de cet espace qui est découvert donc par Paul Labire, puisqu'il y a 2 sortes d'espaces. Il y a la maison de cette femme et puis le garage des deux hommes. Garage où justement... Le mari et le fils. Garage où justement, non seulement il répare à peu près tout ce qui bouge, plus ou moins bien, puisqu'il y a une affaire de lave-vaisselle qui finalement est pas très bien réparée, à mon avis. Il y a un embryon de récit un peu policier à un moment, parce qu'il y a des histoires, on sait pas si il y a des histoires de mafia, c'est pas clair. Et en fait, il truque des voitures, il truque le GPS des voitures pour éviter que les personnages que leurs clients soient localisés par les voitures neuves, les BMW, puisque les constructeurs veulent savoir où sont les voitures, on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Et donc il truque les voitures, il débloque le GPS. Et j'ai l'impression que le film en fait s'appuie aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ancrage, notamment dans les trajectoires des personnages. Il n'y a pas d'ancrage géographique, spatial, net. Et c'est là-dessus que s'appuie un peu le sentiment de mystère. C'est qu'en fait, on a cette forme de permutation constante des relations entre les personnages, ces tentatives de réunir des points qui sont isolés, qui sont un peu comme dans un jeu, le père, le mari, la femme qui héberge, Paul Labire, et puis le fils, qui sont un peu... qui s'agrègent, qui se désagrègent, etc.
Et que tout cela se produit donc par cette forme de matérialisation spatiale au fil du film. Et pour cette idée justement du mystère et de ces pistes qui émergent et puis qui au final disparaissent, elle me semble s'incarner par ce prisme-là. Ouais. C'est qu'en fait, chaque individu est presque au sens leibnizien une monade. Oui, complètement. Il y a une concaténation de l'espace qui fait que les personnages il y a beaucoup de surcadrage qui font qu'ils sont co-présents. Mais dans des espaces qui sont indépendants les uns des autres. Et puis en fait, on se rend compte qu'avant que Paul Abir arrive, la femme qui l'héberge, dont on a oublié le nom, n'a pas vu son mari et son fils depuis longtemps, que eux ils sont ensemble attablés et qu'ils se parlent pas vraiment. Donc on a toute cette question un peu effectivement de la fragmentation, y compris de l'espace intime, qui est traversée donc par une perspective de deuil. Etc. Voilà. Mais avec une vraie qualité de mise en scène pure, qui est que le plan incarne, d'un point de vue de lisibilité, en fait, cette idée que, au fond, ce qui compte dans le plan, c'est pas les personnages, c'est l'espace qu'il y a entre eux. Et on va voir constamment, en fait, que c'est le vide qui organise l'espace plutôt que les personnages. Et ça participe d'un truc qui m'intéresse beaucoup dans le film, c'est qu'il a une étrangeté qui fait son caractère envoûtant. Il a une étrangeté qui relèverait presque d'une forme de parafantastique, mais qui ne se réalise pas dans un réel fantastique, c'est-à-dire dans une dimension surnaturelle qui s'actualise véritablement, mais qui reste une forme de potentialité permanente du récit. Et à ce titre, moi j'ai eu une expérience étrange quand je l'ai vu au Festival de Cannes, à tel point que je pense que ça relève de l'hallucination parce qu'elle a été partagée par personne jusqu'à présent. Le tout dernier plan du film est un gros plan sur le visage de Paul Abert qui rentre dans son appartement à Berlin, plan qui est un doublon en fait avec le plan d'ouverture du film, et le cut au noir arrive assez brutalement. D'ailleurs il y aurait tout un truc à faire sur la question du cut au noir, du passage au noir, ne serait-ce que par la présence d'une magnifique chanson de Frankie Valli and the Four Seasons dans le film qui s'appelle The Night, qui intervient 2 fois dans l'intrigue, et ce cut au noir brutal fait que le visage laiteux de Paul Abir m'apparaissait à cause de la persistance rétinienne en surimpression de l'écran comme si elle était un fantôme. Et je trouve que ça résume assez bien en fait ce que produit le film, c'est-à-dire une dimension de film de fantôme assez assumée d'un point de vue narratif, mais parafantastique avec les moyens les plus concrets possibles, les plus matérialistes possibles pour créer de l'étrangeté. Et à ce titre-là, effectivement, toutes les histoires de dysfonctionnement, que ce soit dans le découpage, dans le montage, ou de dysfonctionnement des objets, le lave-vaisselle, ou de présence incongrue. Par exemple, il y a ce passage très étonnant où elle arrive au garage et il y a des roues de voiture qui roulent à l'arrière-plan et on ne sait pas pourquoi il y a des roues de voiture qui traversent l'arrière-plan. Créer une ambiance généralisée de mystère et de bizarrerie qui d'ailleurs moi me fait écho plus qu'à une tradition du fantastique pur, à une tradition assez française justement et assez ravelienne aussi, de l'étrangeté. Il faut savoir que Ravel avait adapté un poème en prose de Aloysius Bertrand qui s'appelle Gaspard de la nuit, qui a un peu déployé justement cet imaginaire-là de l'étrangeté, du bizarre, de la bizarrerie, qui ne serait pas du fantastique mais du bizarre. Et il me semble que le film parvient à innover dans cette veine-là, avec des moyens qui sont tout à fait convaincants et qui ne reposent qu'en fait que sur des stratégies de mise en scène consciemment maîtrisées par le cinéaste. D'ailleurs, on pourrait dire que c'est un peu une limite aussi du film, c'est-à-dire que c'est un film qui est extrêmement maîtrisé dans ses effets, dans sa stratégie de mise en scène, dans son flou généralisé, et en ce sens-là, il peut relever d'une forme peut-être d'académisme, ou en tout cas on en parlait hors micro, de film de bon élève aussi. Oui. Et je pense que quelque chose qui pourrait aussi participer des défauts du film, c'est qu'il s'appuie énormément sur le hors-champ dans un premier temps, justement dans cette construction fragmentaire, c'est qu'en fait il se passe beaucoup de choses entre deux, et justement dans ce qu'on ne voit pas, notamment l'accident de voiture. Moi je me suis demandé à un moment si c'était pas elle qui avait pris le volant d'accord, pour pour revenir en arrière. Parce qu'on précise pas, le mec est un connard en fait, c'est aussi ça, c'est-à-dire que et elle est très inquiétante dans les 15 premières minutes du film, il y a des choses extrêmement bizarres. Elle arrive en fait à Berlin.
dans l'appartement de Berlin. En fait, il ne l'avait pas vue depuis longtemps, vraisemblablement. Elle avait disparu. Et d'autre part, quand elle voit la première fois la femme qui va l'accueillir, parce qu'elle la voit 2 fois avant de provoquer cet accident, elle semble la reconnaître. On le voit, le plan dans le générique, dans la bande-annonce. Dans la bande-annonce. Et de fait, elles se reconnaissent mutuellement. Il y a une forme d'évidence pour elles deux du rapport de l'une à l'autre qui sera jamais élucidé non plus. Donc il y a tout ce rapport hors champ au début du film, et au final... il vient quand même combler les lacunes. À la fin, ouais. Et c'est pas la meilleure partie du film, d'ailleurs. Combler les lacunes. Et je dirais que il est peut-être un peu trop bon élève, puisqu'il s'autorise pas à être aussi laconique que son introduction. Il essaye peut-être trop, justement, aussi de relier les espèces entre eux. Et notamment de caractériser des personnages qui sont présentés un peu comme... qui sont d'abord des points, d'abord des entités autour desquelles ils composent. Et je pense qu'il y a peut-être ce défaut dans ce film. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en fait, justement, je pense que ce qui est intéressant dans cette sorte de récit monadique, comme vous le disiez, où chaque personne... où les plans, même entre eux, laissent de la place. Donc, c'est-à-dire que c'est à nous, spectateurs, d'intervenir à l'intérieur de ça. Et presque la dimension symbolique du film apparaît presque plus dans l'espace vide dans lequel nous, spectateurs, on doit mettre de l'interprétation, plutôt que dans le symbole précis qui existe dedans. Et qu'on vient presque à s'imaginer d'autres films dans le film en permanence. Enfin, moi, devant, j'ai pensé à Théorème à un moment où je me suis dit, tiens, est-ce que cette jeune femme, elle va un peu séduire chaque personne de la famille, dans la mesure où on peut avoir la sensation d'une forme de rapport de séduction, d'abord avec la mère, ensuite avec le fils. Mais encore une fois, est-ce que c'est pas aussi un effet un peu coulé de chauffe, de juste... On a un champ contre champ entre une jeune femme et un jeune homme. C'est une qualité de pouvoir produire ça, en fait. Tout à fait. Et ce que nous, on y projette, c'est une interprétation personnelle et à chaque fois quelque chose. Donc, le film nous balade comme ça. Et en effet, moi, je pense que le fait d'avoir tout résolu à la fin, comme tu le disais, gâche pas vraiment à 100% l'expérience, mais en tout cas un peu, dans la mesure où il ne laisse pas le dernier mot au spectateur et à l'espace qu'il avait créé. Et qu'en fait, presque, il vient annuler toute la beauté de ce qu'il avait construit auparavant. Et c'est vrai que... C'est un peu dur à annuler, c'est pas... Non, mais je suis un peu dur, mais je sais qu'en tout cas, devant le film... Beauté cancel. L'expérience que j'ai eue, ça a vraiment été de me dire, toutes les belles choses que je me suis imaginées, en fait, elles n'existent pas. Et on m'a presque interdit l'opportunité de moi y voir du beau à l'intérieur, d'y projeter, d'y saisir des choses. D'autant plus que finalement, moi ça me renvoie donc à ce côté un peu académique, un peu classique du film, où je me dis, bon, dans ce cas-là, ce qu'il me reste, c'est des plans peut-être un peu trop maîtrisés, dans lesquels il n'y a pas assez de... Typiquement dans le cinéma naturaliste, en ce moment, je suis en train de voir pas mal de films de Piala. Oui, ça n'a rien à voir avec Piala. Bien sûr. Et il y a toujours des choses qui déraillent un peu, ou qui n'étaient pas prévues, etc. Et qui viennent rajouter du réel dans le naturel, quoi. Et là, on se retrouve finalement face à un film qui peut-être soit ne lâche pas assez les chiens, soit tient trop à les remettre en niche à la fin. Moi, je trouve quand même que le film donne des bonnes nouvelles, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, je connaissais pas Petzold, mais c'est vrai que j'avais pas un très bon a priori sur son cinéma. Effectivement, je pense que je le voyais parce qu'il a fait un film qui s'appelle Barbara, je crois qu'il y a un film en plan séquence, où je me trompe, je me trompe peut-être. Victoria, c'est lui. C'est pas lui. C'est pas lui, Victoria. Non, Victoria, c'est pas lui. D'accord. Bon, enfin, un mec un peu... Thomas confond les Allemands entre eux. Oui. J'ai pas de répartie. Bref, mais voilà, j'avais pas un très bon a priori sur lui, et j'étais quand même un peu cueilli par sa capacité à pouvoir laisser de l'espace pour l'interprétation, enfin pour l'activité cognitive du spectateur, quoi, littéralement. Et ça, c'est quand même très agréable. Et puis... il y a une qualité, voilà, de mise en scène. Quand je l'ai vu à Cannes, ça faisait du bien aussi de voir des films de cette qualité-là d'écriture.
Bon, en espérant que ça soit un bon signe pour la suite de sa carrière.